Je fixais l'écran de mon téléphone, lisant le texto de papa pour la 3e fois. Les mots n'avaient pas changé. Tu es morte pour moi. Adresse-toi à mon avocat. En dessous, maman avait ajouté son propre message, nous en avons fini de cautionner tes échecs. Ne nous contacte plus. J'étais assise dans mon bureau d'angle, au 47e étage de la Morrison Financial Tower, en plein centre de Seattle. À travers les baies vitrées, qui allaient du sol au plafond, je pouvais voir la ville s'étendre à mes pieds, et le soleil de fin d'après-midi changeait le Puget Sound en or liquide. Mon assistante venait de m'apporter les rapports trimestriels, montrant que ma société d'investissement avait réalisé 23 millions de dollars de bénéfices. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Puis, j'ai passé un appel qui allait tout changer. En grandissant, j'étais la déception. Mon frère aîné, Marcus, était l'enfant prodige, football américain universitaire, diplôme de commerce de Stanford, marié à une avocate, avec 2 enfants parfaits. Ma sœur cadette, Ashley, était la coqueluche créative, diplômée d'une école d'art, propriétaire d'une boutique, et compagne de shopping et meilleure amie de maman. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, celle qui avait gâché ses études universitaires en finance, au lieu de rejoindre l'entreprise immobilière familiale. La fille qui avait choisi un travail ennuyeux en entreprise plutôt que le mariage et les petits-enfants. Celle qui vivait dans un appartement déprimant au lieu de la banlieue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon travail ennuyeux en entreprise avait considérablement évolué au cours des 8 dernières années. J'ai commencé comme analyste junior chez Morrison Financial, juste après l'université. J'étais doué avec les chiffres, vraiment très doué. Je pouvais voir des schémas dans les données du marché que les autres manquaient, et je pouvais prédire les changements avant qu'ils ne se produisent. En 3 ans, je gérais un portefeuille de 50 millions de dollars. En 5 ans, j'étais associé avec ma propre division. La 7e année, j'avais discrètement lancé ma propre filiale, Wells Capital Management. Nous étions spécialisés dans l'identification de startups technologiques sous-évaluées et dans l'apport de capitaux stratégiques pour leur croissance. Notre taux de réussite était de 87%, du jamais vu dans le capital risque. J'avais 34 ans, et ma fortune personnelle s'élevait à 180 millions de dollars. Ma famille n'en savait rien. Pour eux, j'étais toujours Sarah, l'analyste qui poussait de la paperasse pour les riches. Je l'ai gardé ainsi intentionnellement car, depuis 6 ans, je menais une stratégie d'investissement d'un tout autre genre. Je maintenais ma famille à flot. Ça a commencé modestement. Papa a appelé il y a 6 ans, la voix tendue par le stress. Sarah, le marché immobilier est brutal en ce moment. Ta mère et moi avons du mal avec le prêt immobilier. Juste pour quelques mois, pourrais-tu nous aider avec 2000 dollars? J'ai envoyé 2500 dollars ce jour-là. Les quelques mois sont devenus permanents. Chaque mois, comme une horloge, je virais 2800 dollars pour couvrir leurs prêts. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils n'ont jamais dit merci au-delà de cette première semaine. Puis sont venus les problèmes professionnels de Marcus. Sa concession de voiture de luxe perdait de l'argent, mais il était trop fier pour l'admettre. Quand il a mentionné nonchalamment qu'il pourrait perdre sa maison, j'ai discrètement remboursé son prêt immobilier de 180 000 dollars. J'ai demandé à mon avocat de structurer cela comme un programme de bienfaiteur anonyme via une société écran. La boutique d'Ashley était en faillite avant même d'avoir ouvert. Elle avait besoin de 75 000 dollars pour les stocks et le loyer. Je les lui ai fournis sous forme de subvention pour petite entreprise, provenant d'une fondation fictive. Elle a cru qu'elle avait gagné à une sorte de loterie. En 6 ans, j'avais fourni, paiement mensuel du prêt immobilier, 2800 dollars multiplié par 72 mois, soit 201 600 dollars. Charge pour mes parents, 400 dollars 72 mois, soit 28 800 dollars. Remboursement du prêt de Marcus, 180 000 dollars. Financement de l'entreprise d'Ashley, 75 000 dollars. Paiement du leasing de la voiture de papa, 850 dollars 72 mois, soit 61 200 dollars. Prêt d'urgence jamais remboursé, 38 400 dollars. Facture médicale de maman, 23 000 dollars. Total, 608 000 dollars. Je tenais des registres méticuleux, chaque virement, chaque confirmation de paiement, chaque texto me remerciant pour une aide temporaire. Ils pensaient que je joignais à peine les 2 bouts. Je les ai laissés le penser, car chaque dîner de famille me donnait plus de données. Chaque commentaire méprisant me montrait qui ils étaient vraiment.
Chaque fois qu'il se vantait du succès de Marcus ou de l'indépendance d'Ashley, pendant que j'étais assise en silence, j'observais, j'attendais. Il y a 3 mois, les choses ont commencé à changer. Marcus m'a appelé pour la première fois en 1 an. Et, Sarah, écoute. Ashley et moi discutions. Nous sommes inquiets pour la planification de la retraite de maman et papa. Nous pensons qu'ils ont besoin de meilleurs conseils financiers. D'accord, ai-je dit prudemment. Quel genre de conseils? Eh bien, tu travailles dans la finance, non? Peut-être que tu pourrais examiner leur portefeuille, leur donner quelques conseils de base. Ils ont fait des investissements risqués ces derniers temps. J'ai failli rire. Leur portefeuille, c'était le chèque de soutien mensuel que je leur envoyais. Je peux y jeter un œil, ai-je dit. Super. Et, fait simple, d'accord? Pas de jargon financier compliqué. Tu sais comment est papa. La condescendance était si désinvolte qu'il ne s'en rendait même pas compte. 2 semaines plus tard, j'étais au dîner du dimanche. Nous étions tous réunis chez mes parents, dans la maison que je payais. Marcus parlait du trimestre record de sa concession. Ashley montrait des photos de l'agrandissement de sa boutique. Mes parents rayonnaient. Sarah, ma chérie, a dit maman, me remarquant enfin. Comment va le travail? Toujours à faire ton truc d'analyse. Ça se passe bien, ai-je répondu. C'est bien. Elle s'est retournée vers Ashley. Alors, à propos de ta ligne de mode d'automne. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. En chemin, je suis passé devant le bureau de papa. La porte était ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et je me suis figé. Sur son bureau, il y avait des relevés bancaires. Des tas de relevés. Mes virements mensuels étaient surlignés. Et à côté, il y avait une note manuscrite, contribution de SAC pour l'acompte de la Maison du Lac. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils utilisaient mon soutien financier comme argent de poche pour s'offrir du luxe. J'ai pris une photo avec mon téléphone et je suis retourné dîner. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'avais accès à des ressources de comptabilité judiciaire par le biais de mon entreprise. J'ai engagé un détective privé. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le rapport du détective est arrivé il y a 2 semaines. Il faisait 47 pages. Conclusion numéro 1, maman et papa avaient ouvert 3 cartes de crédit à mon nom au cours des 4 dernières années. Dette totale, 67 000 $. Ils effectuaient les paiements minimums avec l'argent que je leur envoyais. Conclusion numéro 2, Marcus avait contracté un prêt professionnel en m'utilisant comme co-signataire. Je n'avais jamais rien signé. La signature était un faux. Montant, 142 000 $. Conclusion numéro 3, la boutique d'Ashley était enregistrée sous mon numéro de sécurité sociale en tant que partenaire silencieuse. Toutes les dettes ou responsabilités de l'entreprise me retomberaient dessus. Elle devait déjà 38 000 $ à ses fournisseurs. Conclusion numéro 4, mes parents avaient dit à la famille élargie que je contribuais à un fonds d'investissement familial qu'ils géraient. 6 parents avaient investi de l'argent, plus de 200 000 $ au total, croyant que j'étais le génie financier derrière tout ça. Mes parents en avaient dépensé la majeure partie. Mon score de crédit avait chuté de 120 points. J'avais des avis de recouvrement que je n'avais jamais vus, car ils étaient envoyés à une ancienne adresse, la maison de mes parents, où ils interceptaient mon courrier. J'étais assise dans mon bureau, les mains tremblantes, lisant page après page de documentation usurpation d'identité, fraude, falsification et ils avaient fait tout ça en m'appelant la déception de la famille. J'ai appelé mon avocat, puis mon comptable judiciaire, puis le président de ma banque. Comment souhaitez-vous procéder, mademoiselle Wells, a demandé mon avocat. Avec prudence, ai-je dit, et de manière exhaustive. Le texto est arrivé mardi dernier, pendant une réunion du conseil d'administration. Papa, réunion de famille ce dimanche, 14 h. Ne sois pas en retard pour une fois. Moi, c'est à quel sujet? Papa, ton attitude. Nous devons discuter de ton manque de contribution à cette famille. J'ai regardé mon téléphone, incrédule. Mon manque de contribution. Moi, je serai là. Dimanche est arrivé. J'ai conduit jusqu'à leur maison dans ma vieille Honda, la voiture que je gardais spécifiquement pour les visites familiales. Ma vraie voiture, une Mercedes classe S, restait cachée dans le garage de mon immeuble. Je suis arrivé à 14 h précises.
Tout le monde était déjà là, assis autour de la table de la salle à manger comme un tribunal. Marcus à la droite de papa, Ashley à côté de maman, et une chaise vide pour moi. Sarah, assieds-toi, a dit papa. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Je me suis assise. Nous avons discuté, a commencé maman, jetant un œil à un bloc-notes. En tant que famille, nous sommes inquiets pour ton avenir. Tu as 34 ans, célibataire, sans enfant, et tu vis dans cet appartement exigu. Je suis inquiet de ton irresponsabilité financière, a coupé papa. Tu gagnes bien ta vie, ou du moins tu le prétends, mais tu n'aides jamais cette famille. Pendant ce temps, ton frère et ta sœur contribuent tous deux de manière significative. Marcus a hoché la tête. Je viens de payer pour leur nouveau toit, 18 000 $. Et moi, je couvre les virées shopping et les journées au spa de maman, a ajouté Ashley. Ils utilisaient mon argent pour payer des choses et le présenter comme leur propre contribution. L'audace était à couper le souffle. Tandis que toi, a poursuivi papa en me pointant du doigt, tu ne fais que prendre et prendre. Nous t'avons élevé, nous avons payé tes études, nous t'avons donné toutes les chances. Et qu'obtenons-nous en retour? Rien. Juste de l'attitude et des excuses. Je vois, ai-je dit doucement. Nous avons décidé, a dit maman, en essayant de paraître douce, qu'il est temps de te secouer un peu. Tu dois apprendre la responsabilité, alors nous te coupons les vivres. Plus de soutien familial, plus de filet de sécurité. Tu es livré à toi-même jusqu'à ce que tu apprennes à contribuer comme une adulte. L'ironie était si profonde que j'ai presque ri. Me couper les vivres. De quoi, exactement? Ai-je demandé. Des ressources familiales, a dit Marcus. De notre aide, de nos relations, de notre soutien. Et, a ajouté papa en sortant un document, nous te demandons de signer ceci. C'est une reconnaissance formelle que tu dois à cette famille des années de soutien. Quand tu te seras enfin reprise en main financièrement, tu nous rembourseras. Il a fait glisser le papier sur la table. C'était une reconnaissance de dette de 50 000 $. Pourquoi, ai-je demandé. Tous les dîners, les cadeaux, la charge émotionnelle liée à la gestion de tes échecs, a dit Ashley. Nous avons calculé. Je les ai regardés un par un. Je les ai vraiment regardés. Mon père, portant la montre que je lui avais achetée pour son anniversaire, prétendant que je lui devais de l'argent. Ma mère, avec le sac de créateur que j'avais envoyé pour Noël, disant que je ne contribuais jamais. Mes frères et sœurs, vivant dans des maisons que j'avais secrètement sauvées, me traitant d'irresponsable. J'ai sorti mon téléphone. Je ne signerai pas ça, ai-je dit calmement. Alors tu n'es plus la bienvenue ici, a dit papa en se levant. J'en ai fini de cautionner ton égoïsme. Tu es morte pour moi. Adresse-toi à mon avocat si tu veux contester cela. Maman ne m'a même pas regardé. Ne nous contacte plus, Sarah. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, et je me suis retourné. Je suis retourné à mon vrai appartement, le Penthouse qu'il n'avait jamais vu. Je me suis assise dans mon salon, regardant les lumières de la ville. Puis, j'ai passé les appels. Lundi matin, 8 heures. Bureau de mon avocat. Présentez-moi les options, ai-je dit. James Chin, mon avocat, me représentait depuis 5 ans. Il m'avait aidé à structurer mes acquisitions d'entreprise, mes biens immobiliers, et mes véhicules d'investissement. Il savait exactement ce que je valais et ce que je pouvais faire. Option 1, poursuite pénale. L'usurpation d'identité à elle seule est un crime fédéral. Ajoutez la falsification, la fraude. Vos parents pourraient encourir une lourde peine de prison. Votre frère aussi. Option 2, recouvrement civil. Poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, frais de réparation de crédit. Vous gagneriez tout et les détruiriez financièrement. Option 3. Il a souri légèrement. Celle que vous envisagez réellement. Retrait financier complet. Couper toutes les sources de soutien. Exiger le remboursement de toutes les dettes qu'ils ignorent avoir. Et regardez le château de cartes s'effondrer. C'est légal. C'est propre. Et c'est absolument dévastateur. Combien de temps leur faudrait-il pour le sentir? 48 heures. Pour un effondrement complet, 30 jours. Commençons. Premier appel, le président de ma banque, Richard Morrison. Oui,
le Morrison de la Morrison Financial Tower. Richard, je dois exécuter les protocoles de retrait sur tous les transferts de soutien que j'ai décrits dans cette liste. Effectif quand? Immédiatement. De plus, je veux que vous appeliez personnellement les bénéficiaires dans exactement 48 heures. Informez-les que le financement anonyme qu'ils recevaient a été définitivement interrompu en raison d'une violation des conditions par le bénéficiaire. C'est fait. Autre chose? Oui. J'aurai besoin de la documentation judiciaire de tous les comptes frauduleux ouverts à mon nom. Un dossier complet pour des poursuites judiciaires. Deuxième appel, ma comptable judiciaire, Patricia Ang. Patricia, l'enquête familiale. J'ai besoin du rapport complet, formaté pour un examen fédéral. Tout. L'usurpation d'identité, les signatures falsifiées, la fraude à la carte de crédit, absolument tout. Vous allez engager des poursuites. Pas encore, mais je veux que l'option soit prête. Troisième appel, le service juridique de ma société d'investissement. Je dois dissoudre toutes les sociétés écrans qui ont fourni un soutien anonyme aux personnes et entreprises suivantes. Quatrième appel, le détective privé. Une dernière tâche. J'ai besoin d'une surveillance continue des activités financières de ma famille, à partir de maintenant. Je veux savoir à l'instant même où ils réaliseront ce qui se passe. Lundi soir, chaque filet de sécurité que j'avais secrètement placé sous ma famille était systématiquement retiré. Les paiements mensuels du prêt immobilier ont cessé. Le soutien pour les charges, disparu. Les paiements de leasing de la concession de Marcus, que je couvrais par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers, interrompu. Le fonds d'investissement providentiel de la boutique d'Ashley, dissous. Les cartes de crédit à mon nom ont été signalées aux autorités avec une documentation complète sur la fraude, le prêt professionnel falsifié, un avis de fraude déposé auprès de la banque et les 200 000 $ que mes parents avaient pris à des proches en tant que fonds d'investissement familial. J'ai préparé un rapport détaillé pour chaque investisseur, montrant exactement où leur argent était allé, la nouvelle cuisine extérieure de mes parents, leur croisière en Alaska, leur acompte. Pour la maison du lac. Puis, j'ai attendu. Mercredi, 11h47. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, 4 fois en 3 minutes. Puis un texto, Sarah, appelle-moi tout de suite. J'étais en réunion avec le PDG d'une start-up technologique qui cherchait 15 millions de dollars en financement de série B. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué la présentation. Après la réunion, j'avais 23 appels manqués, maman, papa, Marcus, Ashley, et quelques numéros que je ne reconnaissais pas. Ma messagerie vocale était pleine. J'ai écouté le premier message de maman. Sarah, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu dois réparer ça immédiatement. La banque a appelé. Ils ont dit que notre paiement de prêt immobilier a été rejeté. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième message, 3 heures plus tard, était la voix de papa. Sarah, ce n'est pas drôle. Nos cartes de crédit ont été refusées à l'épicerie. La banque parle d'une enquête pour fraude. Tu dois expliquer ce qui se passe. Le cinquième message était Marcus, paniqué. Sarah, qu'est-ce qui se passe, bordel? Le paiement du leasing de la concession a été rejeté. Il menace de saisir tout le stock, et un enquêteur est passé pour poser des questions sur un prêt que j'aurais soi-disant co-signé avec toi. Appelle-moi. Le 10e message était Ashley, en pleurs. Sarah, s'il te plaît. Les comptes de ma boutique sont gelés. Il parle d'un enregistrement d'entreprise frauduleux. Je ne comprends pas. S'il te plaît, rappelle-moi. Je les ai tous effacés. Jeudi matin, Richard Morrison m'a appelé. J'ai passé les appels de notification comme demandé, a-t-il dit. Votre mère m'a raccroché au nez. Votre père a exigé de parler à mon supérieur. Votre frère a menacé d'intenter une action en justice, et leurs comptes sont gelés dans l'attente d'une enquête pour fraude. Les cartes de crédit à votre nom ont été signalées. Les enquêteurs fédéraux ont été avisés de l'usurpation d'identité. Ça avance vite. Merci, Richard. Sarah, a-t-il dit prudemment, ils vont venir vous chercher. Vous comprenez ça? J'y compte bien. Vendredi après-midi, ils lui ont donné raison. J'étais dans mon bureau quand mon assistante m'a appelé. Mademoiselle Wells, il y a 3 personnes dans le hall qui exigent de vous voir. Elles disent être de votre famille.
La sécurité est avec elles. Faites-les monter, et s'il vous plaît, enregistrez cette réunion conformément au protocole de l'entreprise. Je me tenais à ma fenêtre, regardant la ville, quand la porte s'est ouverte. Ils se sont arrêtés sur le seuil, fixant le bureau d'angle, la vue, la plaque sur mon bureau, Sarah Wells, associée gérante, Wells Capital Management. Quoi? La voix de maman s'est éteinte. Asseyez-vous, s'il vous plaît, ai-je dit, en désignant la table de conférence. Ils se sont assis lentement, regardant autour d'eux comme s'ils étaient entrés dans une dimension parallèle. Qu'est-ce que c'est que ça? A exigé papa. À quel jeu joues-tu? Pas de jeu, ai-je dit calmement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai projeté des feuilles de calcul sur le grand écran au mur. Ceci est mon entreprise, Wells Capital Management. Nous gérons 2,3 milliards de dollars d'actifs. Je l'ai fondée il y a 7 ans. Marcus s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. C'est impossible. Tu es analyste. Je l'étais. Puis je suis devenu associé chez Morrison Financial. Puis j'ai lancé ma propre société. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Voici ma fortune personnelle nette, 180 millions de dollars. La main d'Ashley est allée à sa bouche. Mais, a commencé maman. Tu n'as jamais dit. Tu vis dans cet appartement. Tu conduis cette vieille Honda. Je vis dans un Pantouz au Harborview. La Honda, c'est pour les visites familiales. Ma vraie voiture est une Mercedes classe S. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante montre chaque transaction financière que j'ai effectuée en votre nom au cours des 6 dernières années. On passe en revue. La feuille de calcul a rempli l'écran. Ligne par ligne. Paiement par paiement. Paiement du prêt immobilier des parents, 200 à 1600 $ soutien pour les charges, 28 800 $ remboursement du prêt de Marcus, anonyme, 180 000 $ subvention pour l'entreprise d'Ashley, anonyme, 75 000 $ paiement du leasing de la voiture de papa, 61 200 $ prêt d'urgence, 38 400 $ facture médicale, 23 000 $ total du soutien fourni, 608 000 $ la pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Tu as fait. La voix de papa s'est brisée. Pendant tout ce temps où vous me traitiez d'irresponsable, ai-je dit d'un ton égal. Pendant que vous prétendiez que je ne contribuais jamais, pendant que vous me disiez que j'étais la déception de la famille. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Voici la reconnaissance de dette de 50 000 $ que vous vouliez me faire signer, pour la charge émotionnelle. Le visage de maman était devenu blême. Et ceci, j'ai cliqué à nouveau, et la documentation de la fraude commise contre moi. L'écran s'est rempli de relevés de cartes de crédit, de documents de prêt, et d'enregistrements d'entreprise, tous à mon nom. Aucun autorisé par moi. Carte de crédit ouverte frauduleusement, 67 000 $ co-signature de prêt falsifié, 142 000 $ partenariat commercial frauduleux, 38 000 $ de passifs non divulgués usurpation d'identité totale, 247 000 $ ce n'est pas Marcus s'est levé. Nous allions te rembourser. Avec quoi, ai-je demandé. L'argent que je vous donnais secrètement. Tu ne nous l'as jamais dit, s'est écrié Ashley. Comment étions-nous censés savoir? Vous n'étiez pas censé commettre une usurpation d'identité, ai-je dit doucement. Cette partie aurait dû être évidente. Papa a retrouvé sa voix. Tu nous as délibérément caché ton succès. Tu nous as regardé nous débattre. Vous ne vous débattiez pas, j'ai cliqué sur une autre diapositive. Des relevés bancaires. Leur relevé bancaire. Voici l'activité de votre compte. Le mois où vous prétendiez être désespéré pour l'aide au prêt immobilier, vous avez dépensé 8 000 $ pour des vacances à Napa. La semaine où vous disiez être noyé sous les factures, vous avez acheté un îlot de cuisine extérieur à 3 500 $. Plus de diapositives, plus de preuves. Chaque fois qu'ils avaient prétendu être dans la pauvreté tout en dépensant mon argent de soutien pour du luxe. Et ceci, ai-je dit, en affichant le document final, et le rapport montrant ce que vous avez fait avec les 200 000 $ que vous avez collectés auprès de parents en prétendant que je gérais un fonds d'investissement familial. Les 50 000 $ de tante Carole, une croisière en Alaska, de nouveaux meubles. Les 75 000 $ de l'oncle Tom, à compte pour la maison du lac, nouvelle voiture. Les 30 000 $ de la cousine Jennifer, rénovation de la maison. Les 45 000 $ de grand-mère Hélène, bijoux, vêtements de créateur.
J'ai préparé des rapports individuels pour chacun d'entre eux, ai-je dit. Montrant exactement comment vous avez dépensé leur argent tout en prétendant que j'étais l'experte financière qui le gérait. Maman s'est mise à pleurer. Nous allions les rembourser. Un jour. Avec quoi, ai-je répété. Vous n'avez aucune source de revenus. La concession de Marcus est en faillite. La seule raison pour laquelle elle a survécu aussi longtemps, c'est parce que je couvrais ses paiements de leasing. La boutique d'Ashley fonctionne à perte depuis le premier jour, ne survivant que grâce à la subvention que j'ai fournie. Et votre maison? Je paie le prêt depuis 6 ans. C'est. Papa s'est levé, s'appuyant sur la table. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Vous m'avez dit que j'étais morte pour vous, ai-je dit. Vous m'avez dit de ne pas vous contacter. Je ne fais qu'honorer vos souhaits. On ne le pensait pas, vous pensiez chaque mot. J'ai fermé mon ordinateur portable. Voici ce qui va se passer maintenant. Premièrement, tout le soutien que je vous ai fourni prend fin immédiatement. C'est déjà le cas depuis lundi. Deuxièmement, j'ai déposé des rapports de fraude pour chaque compte illégal ouvert à mon nom. Les enquêteurs fédéraux sont impliqués. Troisièmement, j'ai informé tous les membres de la famille qui ont investi dans votre faux fonds de la destination réelle de leur argent. Ils intentent leur propre poursuite. Tu ne peux pas faire ça, a dit Marcus désespérément. Nous sommes une famille. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de leurs textos, de leurs exigences, de leurs insultes. Chaque tu es une déception. Chaque tu ne contribue jamais. Chaque commentaire méprisant depuis 6 ans. Voici ce que vous m'avez dit, ai-je dit, en laissant tomber le dossier sur la table. Voici comment vous avez traité la personne qui vous maintenait à flot. Vous avez fait votre choix dimanche dernier. Sarah, s'il te plaît. Maman s'est levée, tendant la main vers moi. Nous avons fait une erreur. Nous ne savions pas, vous avez fait des milliers d'erreurs, ai-je corrigé. Vous avez commis une usurpation d'identité. Vous avez falsifié des signatures. Vous avez escroqué vos propres parents. Vous m'avez traité comme un échec tout en me volant. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. La sécurité va vous escorter dehors. Et le prêt immobilier, a demandé papa désespérément. Les voitures? L'entreprise d'Ashley? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui était censé me protéger, et qui, au lieu de ça, avait volé mon identité et ruiné mon crédit. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais vous trouverez bien une solution. Vous êtes des adultes. Vous êtes indépendants. Vous n'avez pas besoin du soutien de votre fille décevante. Vous vous souvenez? Le fonds d'investissement familial a tenté Marcus une dernière fois. Nous devons arranger ça. Si tu nous aides à rembourser les parents, nous avouerons tout. Nous arrangerons les choses. Non, ai-je dit simplement. Vous arrangerez les choses avec vos propres ressources, ou vous ne le ferez pas. Ce n'est plus mon problème. Sarah, s'il te plaît, Ashley sanglotait maintenant. Je vais tout perdre. Comme tu étais prête à me laisser tout perdre quand tu as enregistré ton entreprise sous mon numéro de sécurité sociale? Quand ces dettes se seraient retournées contre moi, qu'est-ce que tu comptais faire? Elle n'avait pas de réponse. Adieu, ai-je dit. Mon avocat vous contactera au sujet des poursuites pénales. Vous avez environ 72 heures avant que l'enquête fédérale n'avance. Je vous suggère de trouver vos propres avocats. La sécurité est apparue à la porte. Madame, s'il vous plaît, escortez ces personnes hors du bâtiment. Elles ne doivent pas revenir. Je les ai regardées partir. Maman en pleurs. Papa tremblant. Marcus et Ashley sous le choc. Puis j'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise à ma table, et j'ai expiré. Mon téléphone a vibré. Un texto de Richard Morrison, la société de prêt immobilier les a appelés. La procédure de saisie commence dans 30 jours sans paiement. Je pensais que vous voudriez savoir. Je n'ai pas répondu. Les retombées ont été immédiates et totales. 72 heures après la confrontation, la maison de maman et papa est entrée en procédure de pré-saisie. Sans mes paiements mensuels, ils ne pouvaient pas couvrir le prêt. La banque a agi rapidement. La concession de voitures de luxe de Marcus a vu tout son stock saisi lorsque le paiement du leasing a été rejeté. La concession a fermé en une semaine.
Le rapport de prêt falsifié signifiait qu'il était maintenant sous le coup d'une enquête fédérale. La boutique d'Ashley a vu ses comptes bancaires gelés en raison de l'enregistrement frauduleux de l'entreprise. Ses fournisseurs ont exigé le paiement immédiat des 38 000 $ de factures impayées. Elle ne pouvait pas payer. Les parents qui avaient investi dans le fonds familial ont intenté une action en justice conjointe contre mes parents pour fraude et fausses déclarations. Le montant, 200 000 $ plus dommages et intérêts. Une semaine, les enquêteurs fédéraux m'ont contacté pour une déclaration formelle sur l'usurpation d'identité. Je leur ai tout fourni, chaque carte de crédit frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque pièce de documentation que Patricia avait compilée. L'enquêtrice, une femme nommée Agent Martinez, a regardé les preuves et a secoué la tête. C'est l'un des cas de fraude familiale les plus complets que j'ai vus. Ils ont fait ça pendant des années. Oui, ai-je dit. Et vous les souteniez financièrement pendant tout ce temps? Oui. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Parce que je pensais que c'est ce que faisait une famille. J'avais tort. 2 semaines, Marcus a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu par accident. Sarah, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. L'enquête fédérale. Il parle de poursuite pénale. Je pourrais aller en prison. Tu as falsifié ma signature sur un prêt de 142 000 $, ai-je dit calmement. C'est un crime fédéral. J'étais désespéré. La concession était en faillite. Alors tu as commis une fraude. Nous sommes une famille. Tu continues de dire ce mot. Je ne pense pas que tu saches ce qu'il signifie. Il s'est mis à pleurer. S'il te plaît, j'ai des enfants. Pense à ta nièce et à ton neveu. J'y pense, ai-je dit. Je pense au fait que tu étais prêt à détruire mon crédit, mon avenir financier, ma vie entière pour sauver ton entreprise en faillite. Quel genre d'exemple est-ce pour eux? Je te rembourserai, d'une manière ou d'une autre. Je trouverai un moyen. Marcus, tu ne peux pas me rembourser. Tu n'as rien. Ta maison est à moi, j'ai remboursé le prêt. Ta concession n'existe plus. Ton crédit est détruit. Tu fais probablement face à des accusations fédérales. J'ai fait une pause. Tu t'es infligé ça à toi-même. J'ai raccroché. 3 semaines, maman a envoyé une lettre. Une vraie lettre manuscrite, livrée à mon bureau. Chère Sarah, je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis désolé. Nous avons eu tort. Tellement, tellement tort. Nous ne t'avons pas vu clairement. Nous ne t'avons pas valorisé. Nous avons profité de ta générosité, puis nous t'avons reproché de ne pas en faire plus. La maison va être saisie. Ton père et moi déménageons chez sa sœur, dans l'Idaho. Marcus et sa famille ont perdu leur maison. La boutique d'Ashley a fermé. Nos vies s'effondrent. Je ne te demande pas de réparer ça. Je sais que nous ne le méritons pas. Je te demande juste de comprendre que nous n'avons jamais eu l'intention de te faire autant de mal. Nous avons été irréfléchis, égoïstes et cruels. Mais nous t'aimions. Nous t'aimons toujours. Si jamais tu peux nous pardonner, s'il te plaît, fais-le nous savoir. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai classé avec les autres preuves. 30 jours, l'enquête fédérale a abouti à des accusations, usurpation d'identité, fraude, falsification. Maman et papa risquaient jusqu'à 5 ans. Marcus risquait jusqu'à 10 ans, à cause du montant du prêt. Ils ont accepté un accord de plaidé coupable, un plaidoyer de culpabilité, des paiements de dédommagement, et une mise à l'épreuve. Pas de prison s'ils pouvaient prouver qu'ils travaillaient activement à rembourser leurs victimes. Le procès des parents s'est réglé. Maman et papa ont cédé leur police d'assurance vie, leur compte de retraite, tout. Ce n'était toujours pas assez pour couvrir la totalité des 200 000 $. Ashley a fait faillite. Les dettes de sa boutique ont été effacées, mais elle a perdu tout ce qu'elle avait construit. Mon crédit a été restauré. Les comptes frauduleux ont été supprimés. Mon score est remonté de 120 points. Et moi, assise dans mon bureau, je regardais la ville, ne ressentant rien. Je suis à un gala de charité pour l'hôpital pour enfants de Seattle. Mon entreprise a fait don de 2 millions de $ pour leur nouvelle aile. Je porte une robe Tom Ford et je parle au gouverneur du financement de l'éducation. Mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro que je ne reconnais pas. C'est Marcus. Je sais que tu ne liras probablement pas ça,
mais je voulais que tu saches que j'ai trouvé un travail. Manutentionnaire. 18 $ de l'heure. C'est honnête. Je paie la pension alimentaire. Je reconstruis. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. J'espère que tu vas bien. Je fixe le message un long moment. Puis je réponds, bonne chance. Pas de pardon, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. Un autre texto arrive. Celui-ci, d'Ashley. Mon thérapeute m'a suggéré de te contacter. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour dire que je comprends maintenant à quel point nous t'avons fait du mal. Je travaille dans la vente. J'ai commencé à rembourser les fournisseurs que je devais. Ça prendra des années, mais je le fais. Tu méritais mieux de notre part. Je ne réponds pas à celui-là. Le gala continue. Quelqu'un me pose une question sur ma famille. Nous ne sommes pas proches, dis-je simplement, et je passe à autre chose. Plus tard dans la nuit, dans mon Penthouse, je regarde mes relevés bancaires. Wells Capital Management a eu un autre trimestre record, 31 millions de dollars de bénéfices. Ma fortune personnelle a grimpé à 207 millions de dollars. Je pense aux 608 000 $ que j'ai dépensés pour soutenir des gens qui m'appelaient une déception. Aux années que j'ai passées à cacher mon succès pour éviter leur exploitation. Au moment où ils m'ont littéralement dit que j'étais morte pour eux. Et je réalise quelque chose. Ils avaient raison sur un point. Cette version de moi, celle qui acceptait silencieusement leurs abus tout en les maintenant secrètement à flot, est morte. La femme qui reste est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui ne cache pas son succès ou ne se rabaisse pas pour mettre les autres à l'aise. Quelqu'un qui comprend que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est là, qui vous valorise, qui vous voit clairement et vous aime. Ma famille choisit mes partenaires commerciaux, mes vrais amis, mes mentors. M'a organisé une fête surprise le mois dernier quand j'ai conclu un accord de 90 millions de dollars. Ils m'ont célébré. Ils m'ont vu. Voilà à quoi ressemble vraiment une famille. Je reçois un dernier texto cette nuit-là, de papa. Je sais que tu ne le croiras pas, mais perdre tout m'a appris quelque chose. Tu étais la personne la plus forte de notre famille. Tu l'as toujours été. Nous étions simplement trop aveugles et égoïstes pour le voir. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je te vois enfin clairement. Tu n'as jamais été la déception. C'était nous. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas faits pour être reconstruits. Certaines leçons doivent être apprises dans le noir, seules, sans secours. J'ai fait mon choix ce jour-là, dans leur salle à manger, quand ils m'ont tendu cette reconnaissance de dette. Quand ils m'ont dit que j'étais morte pour eux. Je me suis choisi. Et je ferai le même choix à nouveau. 1 an plus tard, Forbes publie un article, 35 Under 35, The New Face of Finance. Ma photo est en couverture. L'article détaille le taux de réussite sans précédent de Wells Capital Management, mes stratégies d'investissement innovantes, ma fortune de 250 millions de dollars. L'article mentionne, elle vient d'un milieu modeste et a tout construit elle-même. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai eu de l'aide, une fois. J'ai appris tout ce que je devais savoir sur ce qu'il ne faut pas faire, de la part des personnes qui étaient censées m'apprendre ce qu'est la famille. Parfois, la meilleure éducation vient des pires professeurs. Mon téléphone ne sonne pas avec des félicitations de l'IDAO ou des nouvelles adresses de mes frères et sœurs. Je ne m'y attends pas. À la place, mon partenaire commercial m'envoie un texto, on boit un verre ce soir. On te célèbre. Ma meilleure amie appelle, je suis si fier de toi que j'en pleurais. Mon mentor m'envoie un email, tu as dépassé toutes les attentes. Bravo. C'est ma famille maintenant. Les gens qui ont vu mon potentiel et m'ont aidé à le construire. Les gens qui ont célébré mon succès au lieu de l'exploiter. Les gens qui ont été là. Je réponds par texto mon RSVP pour le dîner de célébration, et je ne pense plus du tout aux 608 000 $.